Bon après-midi. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette dernière conférence offerte dans le cadre des journées VIP. Je m'appelle Danielle Robert, je suis responsable des activités culturelles. Merci d'être venus en si grand nombre toute la semaine et merci également à l'équipe d'Arte Musica de nous avoir gentiment accueillis à la dernière seconde à la salle Bourgie afin de pouvoir mieux répondre à l'engouement bien manifeste autour de l'exposition Fabuleux Fabergé, joaillier des Tsars. Le Musée des beaux-arts de Montréal est effectivement très heureux de présenter, en exclusivité canadienne, la plus prestigieuse collection Fabergé à l'extérieur de la Russie, en provenance du Virginia Museum of Fine Arts. Parmi les 240 objets de cette exceptionnelle collection figurent 4 des fameux œufs de Pâques impériaux sur les 43 restants commandés par les Romanov. D'origine hongroise, Dr Géza von Habsburg est directeur de la conservation de la Société Fabergé basée à Londres et auteur de nombreux ouvrages sur la vie et l'œuvre de Fabergé. Référence incontournable et de notoriété mondiale dans l'étude du maître russe, il a dirigé l'important catalogue Fabergé Revealed at the Virginia Museum of Fine Arts, lequel présente la collection exhaustive de Richemont avec quelques 600 photographies. Au nom du musée et probablement aussi de ceux qui ont déjà eu la chance de l'entendre plus tôt cette semaine, je tiens à remercier sincèrement notre invité pour sa générosité et pour le don qu'il a de nous communiquer son savoir comme sa passion. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Dr Géza von Habsburg. Bonjour, mesdames et messieurs. Hier, j'ai appuyé sur le faux bouton et j'ai commencé en hongrois. Oui, ça, c'est le bouton français. Je suis très content et honoré d'être parmi vous dans cette belle église. Ça fait un peu drôle que d'y faire la conférence. Je suis ravi d'avoir été ici à Montréal, accueilli par le musée, sa merveilleuse équipe. Je dois dire que j'ai jamais aussi bien mangé qu'ici à Montréal. Voilà, alors celle-ci est ma 4e et dernière conférence. Et nous allons parler de Fabergé dans un contexte différent que vous trouverez nulle part. Ce ne sont pas des données publiées et donc ce sera un peu différent pour vous et ça vous laissera, je crois, complètement confondu. Car le problème des faux est tellement compliqué que je m'y perds aussi, vous verrez, et vous comprendrez. Pour moi, tout cela a commencé en 1968. J'étais chez Christie's, chef donc de PDG des affaires de Christie's en Europe, et je reçois un coup de téléphone du doyen de l'Université de Lausanne qui me dit « Monsieur Habsburg, on a hérité d'une petite maison à Clarens, sur le lac de Genève, près de Montreux. On y a envoyé des antiquaires suisses, ils n'ont rien trouvé. Est-ce que vous voudrez bien aller voir ?» J'y vais. Et la maison est pleine à craquer d'œuvres d'art russes. Dans la cave, caisse entière de porcelaine impériale. Sur les murs, icônes du XVIe, XVIIe siècle, tableaux représentant les tsars, les armoires de cuisine pleines à craquer d'argenterie impériale russe. Évidemment, rien de suisse là-dedans. Et puis un coffre-fort sans clé. J'ai dû faire venir un serrurier. Et voilà un petit choix des objets qui s'y trouvaient. Moi, je sortais tout droit d'université, cathédrale, oui, Michel-Ange, Rembrandt, mais ça me disait absolument rien.
je suis monté au grenier. Là, j'ai trouvé un grand carton plein de petites boîtes en bouleau, dans laquelle tous ces objets, donc fitted in, excusez-moi, j'ai pas toujours le mot, j'ai pas l'habitude du français, vous m'excuserez, mais vous me corrigerez s'il y a des problèmes ou je vous demanderai de l'aide. Donc, ces objets allaient dans ces boîtes, et dans les boîtes, il y avait le nom Fabergé en cyrillique, en russe, que je ne pouvais pas lire à l'époque. Mais la vente aux enchères de ces pièces a eu un tel succès. À Genève, les gens sont arrivés dans leurs avions privés, l'Agacan entre autres, donc, cela m'a mis la puce à l'oreille. Voici un domaine que je ne connaissais pas, je suis très curieux. Donc, je me suis mis à étudier ce phénomène Fabergé. J'ai commencé à faire des ventes bisannuelles à Genève qui sont devenues mondialement suivies. Et donc, je suis devenu, d'une façon ou autre, un peu expert dans la matière, à tel point que j'ai pondu, je crois, 13 livres sur Fabergé, dont un petit choix ici, mais cela seulement pour expliquer que, n'étant ni marchand, ni directement lié aux ventes aux enchères plus tard dans ma vie, on s'est adressé à moi très très souvent et de plus en plus souvent parce que j'ai jamais eu peur de dire la vérité. La plupart des gens dans le métier, dans le commerce de l'art, ne préfèrent pas se prononcer parce qu'il peut y avoir des suites juridiques. Donc, Fabergé pour moi est devenu vraiment, d'une part, un calvaire, je ne devrais pas dire, mais d'autre part, vraiment toute ma vie, et on en redemande sans arrêt. Et vous voilà pour cette raison. Pour moi, la question des faux a commencé au milieu de ma carrière chez Christie's dans les années 70. Et on me téléphona souvent pour aller voir à gauche et à droite. Et il y a une voix très fortement russe qui me parla. « Mr. Habsburg, I am in Rome. Please come. I have many Fabergé. » Donc, je me rends à Rome, dans un motel, dans les alentours de Rome, monsieur avec toute sa famille d'émigrés, valise jusqu'en haut, jusqu'au plafond. Il ouvre la première valise et il sort un objet que je reconnais. Puis il en sort un autre que je reconnais aussi. Et encore toute une série d'objets. Et il faut que je vous dise, en tout premier lieu, que, et vous l'avez entendu hier, tout objet de Fabergé est unique. Et tous ces objets étaient des doubles, des triples ou des quadruples d'objets que nous connaissions tous. Et je ne dis rien, il ouvre valise après valise, et finalement je lui dis « Excusez-moi monsieur, mais voilà ». Et il dit « Impossible, tout cela vient de chez des nobles en Russie, et donc vous avez sûrement tort ». J'ai su par la suite que ces objets provenaient en grande partie d'un faussaire à Moscou, dont nous connaissons le nom, Naum Nikolaevski, qui fait le sujet d'un chapitre sur un livre concernant le crime en Russie qui s'appelle Crime and Hustling in Gorky Street.
et dont il y avait un chapitre sur le nouveau Fabergé. Et alors, le nouveau Fabergé, M. Nikolaevski, pour moi, était à la source de ces objets-ci. Largest collection, world's largest and important collection, private collection, etc. Et ce monsieur-là dit, qu'est-ce que vous me conseillez? Je lui ai dit, allez en Amérique. Et ce qui s'est passé, c'est que cette collection de 100 pièces m'a été proposée par la suite, presque d'année en année, d'un nouveau propriétaire. Et là, bon, on y reviendra encore, mais vous voyez que ce sont tous des copies d'objets de Fabergé, faciles à reconnaître. Et ce qui est intéressant pour ces faux anciens, c'est qu'ils sont pris à partir de photographies dans les premiers livres sur Fabergé. 1949-1953 ont été les premiers livres publiés sur Fabergé. Et tous ces objets sont donc sont basés sur ces prises de vue, donc le devant très bien, et quand on retourne l'objet, eh bien, ça ne jouait plus. Donc c'était une des façons pour moi de voir, à part le fait que ce soit tous des doubles ou des triples d'objets de Fabergé. Toujours à Genève, je suis assis dans mon bureau, il y a un monsieur très élégant qui vient, cheveux blancs, avec une très belle étui à cigarette que j'aurais bien voulu avoir pour ma vente aux enchères, et il amène cette statuette. Et entre-temps, j'avais un peu écouté à gauche et à droite sur Monsieur Nikolaevski et tout ce qu'il représentait. Il avait approvisionné les maisons de vente aux enchères en Amérique surtout. Il n'était pas du tout connu en Europe. Et il arrive et il me montre ceci. Et je lui dis, ah monsieur, je crains que vous ayez un faux. Je crois qu'il est de la main de Naum Nikolaevski. Il n'a rien dit. Il est reparti, ne m'a pas laissé le bel étui à cigarette. Et par la suite, en le décrivant, j'ai su que c'était lui et qui a essayé justement d'écouler une de ces pièces en Europe. Monsieur Nikolaevski, Dieu qui paie à son âme, il est décédé il y a 15 ans, était un grand sculpteur autrement aussi, dans son propre droit, donc c'était un artiste aussi. Il faudrait que nous commencions dans chaque domaine de ce que nous allons couvrir aujourd'hui en regardant au moins une image ou deux de ce qui est l'art de Fabergé dans son meilleur contexte. Voici deux pièces qui sont dans la collection de la Reine d'Angleterre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer cela, mais ils sont extraordinaires comme petites sculptures. Le petit koala, il fait 4 cm de long. Agate brune, le toucan en obsidienne, ce sont des chefs-d'œuvre de l'art animalier de Fabergé. Cheval de la collection de la Reine d'Angleterre, archi connu, publié, et à droite une pièce maintenant d'un autre maître faussaire qui s'appelait Mikhail Monastyrsky à Saint-Pétersbourg. Lui aussi décédé, donc je peux parler de lui tranquillement. Comment voir la différence? Bon, la qualité d'une part, mais surtout le fait que le faussaire a mis des diamants dans les pattes
donc dans les fers du cheval. Ces faux étaient tellement bien faits en Russie que les musées étaient induits en erreur. Ça, c'est une pièce qui a été longuement exposée au Kremlin comme un chef-d'œuvre. Monastirski a donc produit des choses tout à fait exceptionnelles. Vous verrez par la suite, ceci est par lui, à gauche, l'original de Fabergé, qui vient d'une maison princière allemande. Un éléphant tout à fait bien fait dans un faux étui, basé sur une pièce en argent qui est très amusante. La queue s'enlève et c'est un allume-cigare, l'éléphant. Voilà, maintenant nous commençons un petit peu à voir les problèmes qui existent dans tout ce qui touche au faux. En haut, le petit houseboy de Fabergé, extraordinaire, d'à peu près 60 pièces des figurines de Fabergé en pierre dure de la Sibérie. Sur le chapeau, l'adresse de Fabergé, donc c'est une pièce vraiment mignonne. Ici en bas, voilà un problème. On m'a confié cette pièce pour une de mes ventes. Je la trouve bien. Un des grands marchands vient me rendre visite et il me dit « c'est un faux ». J'ai dit « je ne crois pas, je vais la mettre en vente, on verra bien ». Elle n'a pas été vendue. Par la suite, on retrouve un mémoire, donc un compte-rendu sur la maison Fabergé non pas publié, mais écrit en 1919, dans laquelle l'auteur décrit cette pièce ici en grand détail, en disant que c'est la meilleure pièce que la maison Fabergé ait faite, car elle est tellement réaliste, le apron est souillé de peinture, par exemple, donc c'est d'un réalisme extraordinaire, et aujourd'hui c'est reconnu comme étant une des pièces maîtresses de Fabergé. En haut, à gauche, Monastirski, je l'ai exposé à Saint-Pétersbourg dans une exposition, et des spécialistes d'un musée américain est venu me dire « Guézard, je ne connais pas cette pièce, c'est une des meilleures pièces que j'ai jamais vues. » Faux. La pièce à droite figurait sur la couverture d'un catalogue de maisons de vente à New York. Je ne dirai pas laquelle, et nous savons depuis que c'est un faux excellent de Monastirski. Donc vous voyez le problème qui se pose avec le côté statuaire chez Fabergé. C'est extrêmement difficile, même pour moi, de voir donc la différence souvent entre le bon et le faux. Fabergé lui-même, donc copiait des objets du XVIIIe, je l'ai dit hier. Il avait accès direct au trésor des tsars de Russie dans le pays d'hiver, enfin dans l'Ermitage. Il copiait des objets du XVIIIe. Et le tsar, apparemment, il a eu une conversation avec le tsar Alexandre III. Et ils ont fait un pari que Fabergé ne serait pas à même de produire un objet à l'auteur d'un objet français 18e. Eh bien, l'une de ces tabatières est de Fabergé et l'autre pas. L'autre est 18e français. Je ne sais jamais laquelle. Le tsar non plus. Alors, il les a fait mettre côte à côte dans sa galerie de bijoux, comme preuve de ce qu'un maître russe de la fin du 19e était capable de faire
à l'auteur d'une pièce française et même au-delà en qualité de ce que les Français étaient à même de faire en technique d'émail. Et c'est pour cela que je vous montre ces deux pièces ici, simplement pour que vous voyez et que vous compreniez ce que veut dire l'émail pour Fabergé. La qualité est telle que lorsqu'il exposa en 1900 à l'exposition universelle à Paris, pour ses travaux en émail, il a reçu la Légion d'honneur. En plus, les spécialistes en France, les grands orfèvres, apparemment ont dit Louis XV, Louis XVI, où êtes-vous? Vous êtes à Saint-Pétersbourg. Pour dire que Fabergé, pour eux, était au niveau, sinon au-delà de ce qu'on pouvait faire au XVIIIe. Tout ceci simplement pour aiguiser notre vue, pour lorsqu'on a devant soi des faux, on se rend tout de suite compte. Enfin, moi j'ai 45 ans d'expérience, pour moi c'est évident, je vois à 50 mètres, je reconnais les faux. Les fausses formes, les formes sont fausses, les couleurs sont fausses. Mais disons, pour nous ici, il suffit de comparer ces pièces avec ce que vous avez vu auparavant. Il n'y a pas besoin de commentaires. Et le problème ici est très intéressant, que même parmi les plus grands spécialistes, on peut se tromper. Ça, c'est une pièce qui a été à gauche donc, dans la collection Forbes, aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Et cette pièce à droite m'a été proposée pour une vente aux enchères à Genève, et je l'ai trouvée absolument, j'étais émerveillé de la qualité. Et un marchand anglais, très très connu, est venu et m'a dit « ça c'est un faux ». Et j'ai dit « pourquoi ?» Et il a dit « ben, la pièce est trop lourde ». Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Kip Forbes de la Forbes Collection, demandé de peser cette pièce ici. Elle était plus lourde encore. Alors le marchand a fini par acheter cette pièce. Pour dire que nous, entre nous, on peut se tromper. Vous verrez par la suite que cela m'est arrivé aussi. Enfin, je ne suis jamais très sûr. Maintenant, ça devient vraiment compliqué, je vous préviens. Dans l'art animalier, il y avait Fabergé, qui n'était pas dans un vacuum, mais autour de lui, il y avait toute une série de sculpteurs de pierres mi-précieuses de la Sibérie, y compris des magasins à côté de lui. Et alors, après l'exposition 1900 à Paris, où il y a eu 50 millions de visiteurs, un grand nombre ont dû passer chez Fabergé et il a eu tant de commandes qu'il ne réussissait plus à donner suite. Alors, il a commencé à commander lui-même ailleurs. Et apparemment, il a fait faire des choses en France, il a acheté en Extrême-Orient, il a acheté chez ses copains, donc dans la Bolchaïa Morskaya. Mais tout vendu évidemment dans des étuis Fabergé. Alors ce qui arrive, Cartier, qui voit d'un très mauvais œil que Fabergé profite d'une clientèle immensément riche en Russie, envoie son frère Pierre à Saint-Pétersbourg en 1904. Et Pierre donc, on lui demande, son frère Louis lui demande d'acheter chez les fournisseurs de Fabergé. Alors il achète toute une série d'objets, de petits animaux, et j'ai eu l'honneur et le rare plaisir de pouvoir consulter ces livres dans l'archive Cartier. Il y a toute une série de dessins des objets que Pierre Cartier a achetés chez un certain Mikhail Ovchinnikov. Il y a une cinquantaine d'animaux.
Et voilà, je vous montre l'œuvre exécutée à côté. Toutes ces deux pièces sont dans la collection Pratt. Le problème étant que l'hibou, il vient dans un étui Fabergé, tandis qu'on sait que cet hibou-là vient de chez Mikhail Ovchinnikov. C'est la même pièce, mais vendue à deux commerçants différents. Même chose ici, Cartier acheté chez Ovchinnikov. Voilà la pièce qui est Fabergé ici dans la collection Pratt. Fabergé, Cartier. Cartier a fini par donc acheter toutes ces pièces en Russie et les a utilisées comme modèle pour faire des copies ou des pièces similaires. Fabergé, je ne sais jamais lequel. Un est dans le musée des arts décoratifs à Paris, l'autre appartient à la reine d'Angleterre. Là, excusez-moi. L'un est par Fabergé et l'autre a été acheté par Cartier à Ovchinnikov et vendu à M. Morgan, un des grands hommes richissimes des États-Unis, qui l'a légué à la petite fille de son ami à lui. Et j'ai trouvé dans la collection privée de cette personne à Paris, avec la preuve que Cartier l'a vendu en 1904, l'ayant acheté la même année chez Ovchinnikov. L'autre est de Fabergé dans son étui d'origine et provient presque certainement également de chez Ovchinnikov. Ça devient encore plus compliqué. Pierre Cartier se rend à Moscou chez le fournisseur de Fabergé, soi-disant, qui était soi-disant sous exclusivité comme producteur pour Fabergé. Eh bien, à côté, il a vendu à Cartier une centaine de pièces. Une de ces deux pièces, toujours, les deux sont du même fournisseur. Une était Cartier et l'autre était Fabergé. Donc il y avait une centaine de pièces dont nous ignorons donc l'endroit où elles se trouvent, sauf pour celle-ci. Toutes les autres sont disparues et ne sont plus Cartier, mais sont redevenues Fabergé. Voilà. Ces deux pièces proviennent du même fournisseur de Fabergé. L'une maintenant il faut que je réfléchisse moi-même. Celle-ci a été commandée et livrée à Cartier et vendue par Cartier à JP Morgan et se trouve dans la famille donc, des descendants de sa petite amie. Et l'autre est chez la reine d'Angleterre et a été achetée chez Fabergé par la reine en 1906. Elles sont toutes les deux de la même année, elles sont absolument identiques. Et finalement, pour vraiment compliquer le problème encore, Pierre Cartier a acheté chez Fabergé. Et nous avons toute une page de pièces avec quelques dessins qui sont identiques à des animaux qu'on connaît de Fabergé, achetés chez Cartier, utilisés comme modèle par Cartier, puis revendu par Cartier comme étant Cartier. À côté de Fabergé, dans la même rue, il y avait un tailleur de pierre extraordinaire appelé Denisov Uralski, où Fabergé, donc, lorsqu'il ne savait plus où trouver des pièces, il les achetait chez son ami, son voisin, et une de ces pièces est... toutes les deux sont de Denisov Uralski,
mais à droite, avec les pattes en bronze, est la pièce, le dindon qui vient dans une boîte de Denisov Uralski. Fabergé à côté achetait chez lui, enlevait les pattes en bronze, mettait des pattes en or et par la suite poinçonnait les pattes Fabergé et revendait ceci comme dans un étui Fabergé. Donc, encore une fois, ce n'était pas malhonnête, il faut le dire absolument, c'était tout à fait normal à l'époque et il n'y avait pas de côté criminel à cela. Et nous arrivons à mon cher monsieur Armand Hammer, qui est très fortement lié à la vente d'objets de source impériale en Amérique du Nord. Son père était fondateur du Parti communiste en Amérique du Nord. Lui-même est devenu ami de Lénine, a vécu en Russie pendant 10 ans. Et lorsque les étrangers ont dû quitter la Russie vers 1929-1930, il est parti avec des valises, des caisses pleines d'objets d'art provenant d'objets d'art russes. Il arrive en Amérique, nous sommes dans l'année 1931. 2 années après le grand désastre financier. Et il ne peut pas les vendre. Il réussit à rien vendre. Il a 10 œufs impériaux dans ses valises. Et il ouvre il aura pignon sur rue à Lord & Taylor, grand magasin à Londres. Et là, lentement, les dames donc, de la société américaine et autres découvrent ces objets. Son génie a été de déclarer tout comme étant de provenance impériale. Donc, chaque objet venait avec une petite étiquette, non pas une étiquette, un parchemin avec l'aigle bicéphale noir et la déclaration, cet objet provient de la chambre à coucher du tsarevitch ou alors de la bibliothèque de Nicolas II ou alors du boudoir de l'impératrice. Et c'était au fond ce côté, ce lien direct avec la maison impériale qui a attiré les acheteurs ici en Amérique. Et ce fut son génie. 3 de ses clientes les plus importantes, Marjorie Merriweather Post, Matilda Giddings Gray, j'oublie le nom de cette dame, de Cleveland, excusez-moi, étaient parmi ses plus grandes clientes, mais celle qui nous intéresse particulièrement est Lillian Thomas Pratt, belle en jeunesse, un peu moins belle plus tard, genre femme de ménage, mais cette femme est prise d'une passion pour tout ce qui est Fabergé et elle va devenir la meilleure cliente d'Armand Hammer d'une part, mais aussi de Schaeffer, de la vieille Russie, un magasin qui existe toujours à New York. Et il y a une belle correspondance entre elle et M. Schaeffer, où vraiment on voit la passion qu'elle a pour acheter ces pièces. Elle les poursuit, certaines pièces. Et alors, on voit maintenant, encore une fois, le génie de Armand Hammer, qui n'enlève rien à la valeur des objets qu'il a vendus à Madame Pratt et à ces autres dames. Les objets sont magnifiques, sont extraordinaires, mais il les manipule. Alors nous avons en haut un des cadres les plus beaux avec une miniature d'origine de la reine d'Angleterre, super. À côté, on a un cadre magnifique, mais avec une photographie remplacée. La plupart des cadres qu'il a vendus à Madame Pratt n'avaient pas de photo dedans. Ce qui n'intéressait pas Madame Pratt, elle voulait de l'impérial et il fallait que tout soit impérial. Alors, toutes les photos, une bonne partie des photos dans les cadres de Fabergé de chez Madame Pratt
il y en a même qui sont découpés dans des journaux. Mais cela, elle ne le voyait pas, elle était tellement éprise de ces choses. La plupart sont des photos, donc 4e génération, qui n'ont plus rien à voir avec les photos originaux. Mais cela n'enlève rien à la beauté de ces cadres, mais c'est une explication très intéressante de la psychologie de l'époque. C'est pour ça que Armand Hammer et Madame Pratt m'ont intéressé dès le début, parce que c'est un moment photographe d'une époque. Nous sommes dans fin des années 30, début des années 40. Les autres pièces sont fausses de chez Armand Hammer, pas fausses, excusez-moi. Nous avons une pièce ici qui est par un autre orfèvre, avec une fausse photographie, mais vendue par Hammer comme Fabergé et provenant de la chambre à coucher de l'impératrice. Et ces deux pièces sont par un autre orfèvre, avec de fausses photographies également. Et voilà. Alors, voilà cela pour la mise en scène. Nous arrivons au chapitre fleurs, qui est le plus intéressant pour moi. 2 fleurs originales extraordinaires, collection de la reine d'Angleterre, musée Fersman à Moscou. Il n'y a qu'à regarder donc l'élégance et la finesse de ces pièces. Et celle-ci, que vous connaissez, je pense, tous maintenant, la belle corbeille au muguet, pièce maîtresse de Fabergé. Il n'y a qu'à regarder donc sur la qualité de l'exécution. Et maintenant, nous arrivons aux fleurs que Armand Hammer a vendues non seulement à Madame Pratt, mais à d'autres collectionneuses fin des années 30, début des années 40. Pourquoi est-ce qu'Armand Hammer a vendu ces fleurs à ces dames? Très simplement, les Russes le fournissaient en objets originaux pendant les années 30 jusqu'en 1938. En 1938, début de la Seconde Guerre mondiale, les frontières se ferment, il n'y a plus de pièces qui proviennent de Russie pour Armand Hammer. Alors que fait-il? Il fait fabriquer des fleurs. Et il ne les fait pas en un exemplaire, mais en plusieurs. Et il y a des pièces identiques dans 2 collections diverses. Je ne vous dirai pas laquelle est l'autre, mais l'une est toujours Pratt et l'autre est dans une autre collection, où les propriétaires ne veulent pas admettre qu'ils possèdent des faux. Ceci est à l'honneur du musée de Virginie, qu'ils m'ont permis de publier toutes ces pièces qui auparavant étaient publiées comme bonnes, comme ce qu'elles sont en vérité. Voilà encore 2 fleurs. Et encore, je ne sais pas si nous en avons encore, non. Mais ce qui me passionne chez cette collection Pratt, et toutes les fleurs vendues par Armand Hammer, c'est que les Soviets lui ont donné des poinçons Fabergé originaux provenant des ateliers de Fabergé. Ils ont tout confisqué, les ont donnés à Armand Hammer pour poinçonner tout ce qui n'était pas poinçonné pour faciliter leur vente. Très facile, enfin, une fois qu'on a vu les poinçons, on les reconnaît. Mais encore plus facile à déceler le fait qu'il s'agit de faux, c'est qu'aucune des fleurs de Fabergé n'est poinçonnée. Et toutes les fleurs vendues par Hammer sont poinçonnées. Donc, il nous rend la vie facile dans un certain sens. La pièce ici à gauche a été connue comme une des pièces maîtresses de Fabergé, publiée dans plusieurs livres, les premiers livres publiés sur Fabergé.
Et j'ai eu, très près de la boutique Christie's à Genève, à côté de la cathédrale, il y avait un monsieur, cheveux blancs, tout petit bijoutier, petit-fils de Fabergé, Igor, un homme absolument ravissant, et je lui rendais souvent visite, et il m'a dit « Géza, est-ce que vous savez, j'ai vu cette fleur-là dans l'atelier de mon oncle à Paris, et c'est lui qui l'a fabriquée. » Alors, personne n'a voulu le croire, parce que c'est quand même une pièce importante, mais si nous regardons déjà au fait que les tiges des fleurs, par exemple, nagent dans le vide, dans les fleurs Fabergé, les fleurs se sont posées sur le bas du vase, elles sont inclinées, elles touchent le bord. Chez les faux, les fleurs sont tout droit dans l'eau. Et pour moi, et pour d'autres depuis lors, il n'y a absolument aucun doute que ce soit une pièce datée des années 50 probablement. Pour moi, la preuve est encore plus évidente, c'est que la fleur à côté ici a été vendue par Armand Hammer à une de ses collectionneurs, donc dans les années, fin des années 40. Et vous voyez le vase, le socle est la même chose. Ceci m'amène à penser, et vous me direz ce que vous pensez, c'est que Armand Hammer s'est approvisionné chez les frères, les deux fils Fabergé, qui avaient commencé à produire des faux à Paris et qui avaient chez eux des tailleurs de pierre provenant de Moscou. Et nous savons que Victor Hammer, le frère d'Armand, a dit dans une interview que toutes les fleurs que son frère vendait venaient de Paris. Pour moi, il n'y a pas de doute, mais d'autres peut-être ne me croiront pas. Voici des pièces qui sont connues ici au musée parce qu'elles ont appartenu à un collectionneur canadien qui les a proposées au musée ici. Le musée a très bien fait de ne pas les accepter. Elles sont abouties à St. John, New Brunswick, dans le musée là. Une grande collection, une centaine de pièces encore une fois. On m'appelle, je m'y rends. Tout était faux. Fabriqué en Amérique. Et vous voyez ici, comment est-ce qu'on reconnaît ces faux? C'est que la plupart des faux qui viennent de cette manufacture sont impérialisés. Très peu de ce que Fabergé faisait était pour la famille impériale, donc, et 90% de ce qu'il faisait n'avait aucun droit à mettre des insignes impériaux. Donc vous voyez partout aigle impérial, monogramme du tsar, là, couronne, etc. Donc ça sont toujours des red flags, des drapeaux rouges aussitôt que vous voyez tous ces emblèmes. Je vous en montre encore, là encore, couronne, aigle bicéphale, etc. Donc on les reconnaît tout de suite et ce sont ces pièces-là qui pullulent aujourd'hui et qu'on trouve non pas sur le marché, mais offertes surtout de gré à gré par très souvent des vendeurs sans adresse et avec un gros accent russe qui vous arrivent à la porte et qui vous vendent « Is that Fabergé? Yes, it is hallmarked. » Donc, le fait que ce soit poinçonné est l'indice que ça doit être bon. Et ça sont parmi les choses les plus connues dans le monde des faux. Il y en a des vingtaines, des centaines même.
et on me les propose presque journalièrement. Ce sont des petits œufs avec des couronnes impériales. Alors, avec couronne impériale, un œuf impérial, le dernier a fait, je ne sais pas, 15 millions. Alors, ça doit être extrêmement cher, mais non, ça ne coûte que 25 000 $. Ah bon, alors, affaire conclue. Et ça arrive continuellement. Les gens sont attirés par ces prix bas et se disent « Ah, je découvre quelque chose que personne d'autre ne voit ». Les poinçons, d'ailleurs, sont absolument parfaits. Moi, je m'y perds aussi. Ils sont transférés d'un objet original, me dit-on, par laser et appliqués sur l'autre pièce. Donc, il n'y a aucune différence aujourd'hui entre le bon et le vrai en ce qui concerne le poinçon. Alors, je voyage souvent à Saint-Pétersbourg, j'amène des touristes, nous nous arrêtons dans la mer Baltique, dans une de ces petites villes charmantes. Je parle sur les faux sur le bateau, je leur dis comment on les découvre, etc. Je monte à une de ces vieilles ruelles, je trouve un magasin plein de Fabergé. Alors je vais dedans, je dis « Madame, qu'est-ce que vous avez là ?» Et elle m'a dit « Ah, c'est du Fabergé. » J'ai dit « Comment vous expliquez que vous en ayez tant et dites-moi combien ça coûte. » Et il y avait une pièce semblable à celle-ci, elle me dit 25 000 $. Et j'ai dit « Ah, c'est extraordinaire. Comment vous expliquez le fait qu'une boîte absolument identique se soit vendue à New York il y a 6 mois pour 250 000 $? Ah, monsieur, nous ne sommes pas en Amérique ici. Et il faut que je dise qu'un de ces touristes, lorsque nous embarquons, m'amène une pièce achetée dans cette boutique et me dit « Monsieur d'Habsbourg, regardez ce que j'ai trouvé. » On peut expliquer les choses 1000 fois, mais il m'a dit « Ça n'a coûté que 10 000 $. » La quantité de Fabergé aujourd'hui falsifiée est industrielle. Et ça m'arrive régulièrement d'être convoqué, surtout dans le Texas, où les gens semblent être peut-être un peu plus créduleux qu'ailleurs. On m'appelle, je viens, on me montre, je ne sais pas, une dame de 96 ans me montre sa collection, achetée soigneusement chez le même antiquaire dont personne n'a jamais entendu parler. Elle a dépensé 4 millions de $. Tout était faux, tout. Mais l'antiquaire a eu l'astuce de mettre sur les factures, en petit, en grand Fabergé, en bas, après le décès de Fabergé. Et la pauvre dame était myope, donc elle n'a pas. Plus tard, ceci remonte il y a 3 ans, on me demande de venir dans un pays du Moyen-Orient. Je ne dis pas où. Chez un monsieur provenant d'une famille princière, je ne dis pas laquelle, qui venait d'acheter une collection entière de 125 pièces pour 60 millions de $. Alors j'entre chez lui, je vois, je n'ai même pas besoin de bouger. Je dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Il est là avec la personne qui lui a vendu la collection. Alors j'essaie d'expliquer, évidemment, le monsieur est furibond, le vendeur. L'acheteur ne dit rien, il se tient à l'écart, il ne me croit pas non plus d'ailleurs.
Je dis à ce prince, je lui dis, bah, écoutez, je peux vous aider à récupérer votre argent. Il a dit non. Le vendeur était un ami. Alors il n'a pas voulu le mettre dans l'embarras. Et finalement, 60 millions là-bas, c'est une semaine de pétrole, donc ce n'était pas si grave que ça. Alors vous voyez ce qui était dans cette pièce-là, dans ce pays, des séries d'œufs qui, chacun, s'il était authentique, aurait valu, Dieu sait, 10, 15, 20 millions de dollars. Toutes des pièces copiées sur des pièces qu'on connaît. Et les étuis. Donc, méfiez-vous des étuis et des poinçons. Alors évidemment, on s'est mis à combler les lacunes dans la série des œufs impériaux, dont il y a eu 50, plus 2 qui n'ont pas été terminés. Alors, il y a eu 8 qui ont été volés, et on a des descriptifs très succincts dans les archives donc, impériales provenant de Fabergé. Et là, vous avez un des œufs les plus extraordinaires de Fabergé, 1899, au Kremlin. Et là, une pièce où j'ai perdu beaucoup d'argent. Ça m'a coûté 50 000 livres sterling dans un procès, parce que j'ai déclaré que la pièce était fausse. Et le juge m'a donné raison, mais les avocats ont coûté cher et je n'ai jamais été remboursé. Et cette pièce maintenant est en Russie, est en vente en Russie, avec un petit article qui dit « Habsbourg n'a aucune idée, ceci est vraiment une pièce maîtresse de Fabergé ». Mais que faut-il dire? Vous voyez tout de suite. Une pièce qui m'a été proposée provenant de l'Afrique du Sud, année 1996. Nous avons les 2 œufs de 1996, donc il n'y a aucune lacune à remplir, erreur du faussaire, facile. Un des œufs de 1917, donc non terminé, l'œuf en bouleau, qui est apparu chez un monsieur à Moscou, mais accompagné de deux pièces, donc de lettres. Non, l'une est la facture d'origine, chose extraordinaire. Il y en a, pour l'ainsi dire, nulle part, des factures de Fabergé, mais en plus une lettre écrite sur la machine à écrire de Fabergé, sur du papier Fabergé, mais qui dit, adressé par Fabergé, soi-disant, au président du gouvernement provisoire à l'époque, 1917, Kerensky, et qui dit « Chers camarades, je voudrais demander permission à remettre au camarade Romanov, qui avait abdiqué un mois plus tôt, cette pièce qui n'a très peu de valeur, mais qui est déjà payée. Elle n'a jamais été remise au pauvre Nicolas. Pour moi, ces 2 pièces sont fausses. L'œuf peut-être est bon. L'autre des 2 œufs de 1917, dont on a le dessin de Fabergé, existe en mi-fait, donc pas tout à fait terminé. Et le propriétaire de l'œuf précédent m'a dit « Monsieur d'Habsbourg, Mr. Habsbourg, I have the original ».
Alors j'ai dit, faites voir. Il a dit, not yet, not yet. La pièce n'était pas encore terminée. Et elle est tellement bien faite, lorsqu'il m'a convoqué pour aller la voir, il s'est évidemment inspiré du dessin et de la pièce non finie, que moi je n'ai pas su quoi lui dire, puisque tout est bon, le poinçon, etc. Et il reste plus qu'après 45 ans, le gut feeling qui vous dit que la pièce doit être fausse, en plus provenant du même propriétaire que l'autre pièce, c'est trop. Cette pièce est très intéressante parce que nous, les experts, nous sommes moins d'une dizaine, ne sommes pas toujours d'accord sur l'authenticité des pièces. Et cette pièce m'a été proposée, non pas pour vendre, mais pour expertiser plusieurs fois de suite. Et la première fois, je n'ai pas pu me décider, j'ai convoqué d'autres experts. Nous nous sommes mis autour de cette pièce, nous l'avons démontée complètement, et les uns ont dit qu'elle est bonne, et les autres ont dit qu'elle est fausse. Donc vous voyez à quel point ça peut être difficile de déceler ce qui est faux. Pour moi, cette partie-là est bonne, mais les faussaires ont ajouté tout ce tralala autour. La pièce est à vendre en Russie maintenant pour, je crois, 25 millions de dollars. Et d'après ce qu'on me dit, elle vient d'être vendue. Mais finalement, finissons sur un moment plus heureux de vraies pièces. Elles apparaissent quand même. Le 99% de ce qu'on m'envoie comme photos, ce sont des faux, mais il arrive des choses vraies et extraordinaires, telles que ce monsieur-là, grand comme ça, le Kamer Kazakh Pustinikov, garde du corps de l'impératrice, trouvé dans un village de pêcheurs sur le Hudson River, dans un grenier. Le monsieur qui l'avait n'avait aucune idée. Il y avait la facture de Arm & Hammer avec, datée de 1934. Donc ça aurait pu lui mettre la puce à l'oreille, mais c'était un monsieur très, très simple et gentil. Il l'a amené chez l'antiquaire du coin, qui l'a montré à Sotheby's. Sotheby's ont tout de suite vu ce que c'était. Il l'a mise en vente dans ce petit bled de rien du tout, avec une estimation de 600 à 800 000 dollars. Et la pièce a fini par se vendre. Il y avait 6 téléphones qui étaient en ligne pour 6 200 000 dollars. La pièce du milieu est apparue aussi de nulle part, achetée par les Rothschild en 1902 chez Fabergé, est restée cachée. Et lorsqu'elle a été vendue aux enchères, elle a fait 18 millions de dollars. La pièce à droite, vous la reconnaîtrez peut-être parce qu'elle a été archi-publiée tout récemment. Elle a été découverte il y a 6 mois dans un marché aux puces dans le Midwest par un monsieur qui n'avait aucune idée de ce qu'il achetait. Il l'a acheté pour la valeur or. Et il a essayé de la revendre avec une petite marge de profit. Heureusement qu'il n'a pas réussi à la vendre. Et là, l'Internet a joué un rôle déterminant parce qu'il a vu la montre, elle est de Vacheron Constantin, donc une chose assez à la montre à l'intérieur. Donc quelque chose d'assez particulier. Il va en ligne, mais Vacheron Constantin, œuf, et hop, il y a un article qui sort, écrit par un collègue à moi, qui décrit un des œufs volés en 1918, l'œuf de 1897, et d'un coup, l'homme la vend à cet antiquaire ami 20 millions de dollars. Elle vient d'être revendue. Et ce qui est intéressant, et je vais vous laisser sur la fin, c'est que nous savons qu'elle est bonne parce qu'elle est illustrée dans une exposition
spécialisé de Fabergé en 1902 à Saint-Pétersbourg. Il y a des vitrines triangulaires. Cet œuf est très visible en bas. Et derrière cet œuf, reflété dans la glace donc, de la vitrine, on voit un autre œuf qui est un des œufs perdus et dont j'ai trouvé la description dans un des catalogues de Arm & Hammer, angelot avec brouette et vase de fleurs. Non, vase de, excusez-moi, et œuf en or. Alors on voit reflété donc dans cette vitrine l'angelot qui pousse la brouette. Et on sait donc que Arm & Hammer l'a vendu sans qu'il sache ce qu'il vendait à New York en 1934. Je suis là en Amérique depuis 25 ans, je cherche, je vais chez tous les marchés aux puces, les garage sales, les petits antiquaires. Ici, je n'ai pas encore été. Mais j'attends le moment que je fasse cette découverte. Laissez-moi finir juste le dernier cliché, parce qu'on me demande très souvent qu'est devenu Fabergé et quel est le problème des faux aujourd'hui. Nous avons donc la maison Fabergé nouvelle ressuscitée depuis 2007, produit des bijoux extraordinaires de la haute joaillerie et ne fait pas d'objets d'art malheureusement. Je fais tout pour qu'ils commencent à les produire. Mais là, vous voyez un dessin Fabergé d'origine, 1893, et le collier fait par Fabergé aujourd'hui et porté par une de ces belles starlettes américaines. Et le fait qu'il y ait deux arrière-petites-filles de Fabergé dans cette nouvelle société qui font leur croix dessus, leur bénédiction, donc toutes ces pièces donc, faites aujourd'hui portent légitimement le nom Fabergé. La maison est à Londres, à Genève, à New York. Je m'occupe un peu de cela à la Madison Avenue. Donc, vous voyez ce qu'est devenu Fabergé aujourd'hui. La marque, le grand nom vit encore. Merci beaucoup.